La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. René Cosson que nous accueillons maintenant pour cette nuit de la lecture de la Saint-Jean et lui aussi de Maillard-Claval. Il va nous lire un passage de Pierre Desproges, extrait des textes du tribunal des flagrants délires. Oui, donc à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Pierre Desproges, j'ai choisi de lui rendre hommage en vous lisant un de ces fameux réquisitoires du tribunal des flagrants délires diffusés sur France Inter dans les années 1980. J'ai choisi de vous lire le réquisitoire contre Dorothée. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Dorothée n'était pas encore l'animatrice des émissions que l'on connaît, mais avait été recrutée à la télévision pour être animatrice, enfin disons, speakerine. Donc voilà, réquisitoire contre Dorothée, 25 novembre 1982. Française, Français, Belges, Belges, Wallons rouges et Flamands roses, Monsieur le Président pour du beurre, Monsieur l'avocat pour de l'huile d'olive Rance, Mesdames et Messieurs les jurés pour rire, public chéri mon amour, bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux coucou. C'était un mercredi ou un dimanche après-midi. Toujours est-il que je traînais à mort d'ennui dominical de pièce en pièce à travers la maison en chaussettes, une canette à la main, un sandwich dans l'autre, cherchant sans y croire l'idée fulgurante d'où jaillirait l'un de ces réquisitoires implacables où la délicatesse nacrée du style le dispute à la clairvoyance rigoureuse de l'analyse austère au lyrisme glacé. Traversant la chambre des enfants, je m'apprêtais machinalement à enjamber ma progéniture abrutie d'images évautrées sur la moquette pour éteindre le téléviseur barbitural, d'où montait sans grâce le beuglement sirupeux d'un chanteur écorché vif, quand soudain, Dieu me turlute, vous m'apparûtes. Vous m'apparûtes, Dorothée, mon amour, vous permettez que je vous appelle mon amour. Je crus défaillir, je sentis le fas se dérober sous mes pas, alors que normalement c'est le sol, c'est vous dire à quel point j'étais bouleversé. Mes bras tremblaient, mes jambes flageolaient au gigot, c'est tellement meilleur, bref, mes membres, je veux dire la plupart de mes membres mollissaient. J'aurais voulu tourner le bouton, car les boutons sont faits pour qu'on les tourne, sinon ça finit par couiller, ça finit par rouiller, mais je n'avais de fesses, je n'avais de cesse, mais j'étais comme figé devant votre visage, ma bien-aimée, vous permettez que je vous appelle ma bien-aimée. La pétillante exubérance de vos yeux, la troublante malice de votre pipe, la troublante malice de votre bouche à faire les pitres selon saint Matthieu, l'érotisme acidulé de votre voix gauche profonde, quoiqu'enfantine, mais la valeur n'attend pas le nombre des avalés. L'ourlet glacile de vos oreilles sans poil au lobe, la finesse angélique de votre mou de nez de putain, de votre bout de nez mutin dont la pointe rose se dresse vers la nue, comme le goupillon trempé d'amour que Monseigneur Lefebvre agite à la Sainte Thérèse qui rit dans la Corrèze, ou la Père de Marie, ou le maire de Paris, lui aussi, s'ennuie le dimanche en attrapant des champignons. Mais j'égare au mori, mais je m'écarte du sujet. Cette femme m'a rendu fou. Vous m'avez rendu fou, Dorothée. Délicieux petit cabri sauvage indomptable. Vous permettez que je vous appelle délicieux petit cabri sauvage indomptable. Ah, cabri, c'est fini. Ah, Jésus, Marie, Léon. Ah, femme étrange. N'habites-tu point sous la robe austère de la speakerine, la plus fine petite culotte de soie noire sauvage qui, comme un écrin de pétales veloutés d'orchidées sauvages, maintient dans la chaleur moitée de son duvet tendre les plus exquises rondeurs charnelles finement dufteuses ou la tièdeur exsangue de l'été finissant à laisser la dorure attendrie de ses rayons ultimes poser son sourire de cigale sur ton corps. Que ma détresse exalte au soir de solitude où tu me laisses anéanti d'impuissance et totalement dérisoire devant cet écran glacé où je me cogne en vain comme le papillon de nuit aveugle. En rute se calcine la zigounette sur l'ampoule brûlante où la phalène poudrée l'attend, les ailes offertes et le ventre palpitant pour une partie de trompe en l'air. Il faut me comprendre, pour toi je vivre, ô ma sœur. Vous permettez que je vous appelle ma sœur? Comprenez-moi tous, des speakerines, il y en a des tas. Et quand je dis des tas, je pèse mes mots. Il y a les anciennes, la belle Denise, inamovible, irréfutable, irrémédiable, soudée à sa chaîne comme un débouchévier sur un sanitaire. La belle Denise qui sut hisser la littérature française vers les sommets inconnus du sublime avec son ouvrage monumental « Comment je vous aime, je ris, je pleure ». Quelquefois même elle pète. La belle Denise, dont la bouche vaste et profonde n'est pas sans rappeler la grotte de Lourdes. Il y a aussi la belle Jacqueline, qui s'en souvient,
qui préfère nous faire entendre aux heures creuses le piano à bretelles plutôt que de décrocher dentelle bandoneone, il y a encore la belle Cora qui lèche le timbre sans lécher l'antenne. Et puis il y a les nouvelles, je les aime aussi les nouvelles, et je suis prêt à crier vive Fabienne, vive Corinne, vive Germaine, vive Angèle bien sûr. Il y a aussi le joli Spicrin, beau comme un pub de caleçon long dans un catalogue des 3 cuisses. Je dirais en parodiant Brassens, chacune a quelque chose pour plaire, chacun a son petit mérite. Ah mais mon colon, celle que je préfère, c'est Dorothée de 6 à 8. Ah, Dieu me tripote, lui. Ah, Dieu me tripote, Dorothée, mon impossible amour. Soyez mienne, ma biche. Vous permettez que je vous appelle Bambi. Parmi toutes vos copines, vous, si pleinement éblouissantes, vous détonnez cruellement, comme un diamant somptueux dans un carré de topinambour, comme un cygne royal entouré de mouettes en mazouté, comme un ouvrier polonais dans une soirée CGT, comme un lys au pays des merdouilles. Ah, Dorothée, je vous l'ai dit, la première fois que nous nous rencontrâmes, je vous le redis en recitant Pagnol, vous êtes belle comme la femme d'un autre. Ah, la première fois que nous nous rencontrâmes. Rappelle-toi, Dorothée, il pleuvait sans cesse sur Brest, ce jour-là. Mais on s'en foutait, on n'était pas à Brest. C'était à Monte-Carlo, la ville des palmiers princiers, des promoteurs couronnés, des plaisirs grabataires couverts d'or pur et de dollars douteux, des cliquetantes mémères emperlousées jusqu'au fibrome, des casinos éternels et des princesses biodégradables. J'étais de méchante humeur, j'étais à Monte-Carlo et je n'avais encore monté personne. Vous êtes entré dans le petit studio de radiophonie où je vous attendais. À votre vue, Yves ne fit qu'une promenade. Mon temps ne fit qu'un tour. Mon sang ne fit qu'un tour. Mince et gracile, vous étiez là, belle comme l'acropole. Vous permettez que je vous appelle Paul. Nous étions seuls et complètement nus à part les 30 personnes de nos vêtements de ski. Comme la colonne de mercure d'un thermomètre sur un poêle, je sentis mon émoi grimper vers les 65 degrés à l'ombre. On n'avait plus vu ça depuis la grande sécheresse de l'été 1893 à Ouagadougou. Tu ne pourras pas assurer cette émission, me dis-je. Il faut te calmer à tout prix. Je pris une tartine et je fonçai aux toilettes me faire une piqûre de pain complet car je n'avais plus de pain total. C'est ce qui m'a sauvé. Maintenant, fuyez, Dorothée. Malheureuse, avant que cela ne me reprenne, vous êtes belle comme un taxi. Vous permettez que je vous appelle un taxi. Donc Dorothée est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. Merci René. Alors avec votre choix musical, on reste dans l'humour et les jeux de mots. Ah oui, absolument, puisque j'ai choisi une musique de Bobby Lapointe, Takati Takité. Alors nous allons écouter Bobby Lapointe. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort ivrement au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar. Parle encore Igor, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, takati-taki, tic-tac, tic-tac, takati-taki, tic-tac, tic-tac. T'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi, t'es cocu, takataka-cuite, et quitter ton quartier. Takati-taki, tataki, t'es top, tataki, t'es top, takati-taki, on te tatoque et troque, ton tricot tout frotté, et ta croûte au couteau, on t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, 4 équipes comptées, et quitte ton quartier. Takati-taki, 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 takati-taki. Tout à côté, des catins, des catitaki, est un coquin, et des tiques coquettes, tout en tricotant, qu'à côté, t'es discuté, t'es critiqué, d'un compte de toqué, compté, tantiquant, tout un tas de tickets, de quai, quand tout à coup, tic-tac, oh, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur, pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut-Limousin en marche. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, la radio des meilleurs jours qui est aussi la radio des plus belles nuits. Pour poursuivre notre nuit de la lecture de la Saint-Jean, nous recevons la romancière Odile Robera
qui nous vient de Saint-Bonnet-de-Bellac. Odile, vous allez nous lire un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le Petit Prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, dit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta: qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ah, tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ah, ça c'est intéressant. Et des poules? Non. Oh, rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le Petit Prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. »« Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le Petit Prince. « Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord, un peu plus loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain, revint le Petit Prince.
Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils chassent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansent à n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, oh, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même encore se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est simple, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, avant de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Merci Odile. Alors, il y a un choix musical qui s'impose, vous pouvez nous l'indiquer ? Bien, tout simplement Le Petit Prince de Gérard Lenormand. Nous écoutons Gérard Lenormand. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Il est né avec la rosée du matin, une rose entre ses mains. Voyageur de l'infini, jeune prince de la lumière, tu connaissais tous les secrets de la nuit, les chemins de l'univers.
il n'a vu qu'un grand désert. Quelques fleurs sauvages, un renard argenté et un poète égaré. Il s'ennuyait bien souvent de sa rose, de ses volcans. Il a demandé au serpent, son ami, de le ramener chez lui. J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours. J'attendrai ton retour, prince blond de l'amour. J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours. J'attendrai ton retour, prince blond de l'amour. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut-Limousin en marche. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, qui est la radio des meilleurs jours, mais encore la radio des plus belles nuits. Nous poursuivons notre nuit de la lecture de la Saint-Jean avec Dominique Ray, qui nous vient de Saint-Barban. Dominique Ray, vous avez choisi un nouvel extrait d'un roman de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson. Alors Muriel Barbery, née en 1969, est agrégée de philosophie, et L'élégance du hérisson, publié en 2006, est son deuxième roman. Dominique, vous pouvez nous situer le passage que vous allez nous lire ? Oui. Le livre dépeint les relations entre les locataires d'un petit immeuble parisien cossu à travers le portrait de sa concierge, Renée, 54 ans. L'une des habitantes de l'immeuble, Paloma, a 12 ans et elle est exceptionnellement mature. Elle note dans son journal ce qu'elle appelle ses pensées profondes. Je vais vous lire la pensée profonde numéro 13. Qui croit pouvoir faire du miel sans partager le destin des abeilles ? Chaque jour, je me dis que ma sœur ne peut pas s'enfoncer plus profondément dans la mare de l'ignominie, et chaque jour, je suis surprise de voir qu'elle le fait. Cet après-midi, après le collège, il n'y avait personne à la maison. J'ai pris du chocolat aux noisettes dans la cuisine et je suis allée le manger dans le salon. J'étais bien installée sur le canapé, je croquais mon chocolat en réfléchissant à ma prochaine pensée profonde. Dans mon idée, ce serait une pensée profonde sur le chocolat, ou plutôt sur la façon dont on le croque, avec une interrogation centrale. Qu'est-ce qui est bon dans le chocolat ? La substance elle-même ou la technique de la dent qui le broie ? Mais j'avais beau trouver ça plutôt intéressant, c'était sans compter avec ma sœur qui rentrait plus tôt que prévu et qui s'est immédiatement mise à me pourrir la vie en me parlant de l'Italie. Depuis qu'elle est allée à Venise avec les parents de Tibère, Colombe ne parle que de ça. Comble du malheur, le samedi ils sont allés dîner chez des amis des Grimpards qui ont une grande propriété en Toscane. Rien qu'à dire « Toscane », Colombe se pâme et maman se met à l'unisson. Je vous l'apprends, la Toscane n'est pas une terre millénaire. Elle n'existe que pour donner à des personnes comme Colombe, maman ou les Grimpards le frisson de la possession. La Toscane leur appartient au même titre que la culture, l'art et tout ce qu'on peut écrire avec une majuscule. À propos de la Toscane, donc, j'ai déjà eu droit au couplet sur les ânes, l'huile d'olive, la lumière du couchant, la dolce vita, et j'en passe, et des poncifs. Mais comme chaque fois, je me suis éclipsée discrètement, Colombe n'a pas pu tester sur moi son histoire préférée. Elle s'est rattrapée en me découvrant sur le canapé et a ruiné ma dégustation et ma future pensée profonde. Sur les terres des amis des parents de Tibère, il y a des ruches, suffisamment pour produire 1 quintal de miel par an. Les Toscans ont embauché un apiculteur qui fait tout le boulot pour qu'il puisse commercialiser du miel estampillé domaine de Plibadji. Évidemment,
ce n'est pas pour l'argent, mais le miel domaine de Filibadji est considéré comme un des meilleurs du monde et ça contribue au prestige des propriétaires, entre parenthèses, qui sont rentiers, parce qu'il est utilisé dans des grands restaurants par des grands chefs qui en font tout un plat. Colombe, Tibère et les parents de Tibère ont eu droit à une dégustation de miel comme pour le vin. Et Colombe est intarissable sur la différence entre un miel de thym et un miel de romarin. Grand bien lui fasse. Jusqu'à ce point du récit, je l'écoutais distraitement en pensant au croquet dans le chocolat. Et je me disais que si ça pouvait s'arrêter là, je m'en tirerais à bon compte. Il ne faut jamais espérer une chose pareille avec Colombe. Tout d'un coup, elle a pris son air mauvais et elle a commencé à me raconter les mœurs des abeilles. Apparemment, ils ont eu droit à un cours complet et le petit esprit perturbé de Colombe a été particulièrement frappé par le passage sur les rites nuptiaux des reines et des faux-bourdons. L'incroyable organisation de la ruche ne l'a en revanche pas beaucoup marqué, alors que je trouve pourtant que c'est passionnant, en particulier si on songe que ces insectes ont un langage codé qui relativise les définitions qu'on peut donner de l'intelligence verbale comme spécifiquement humaine. Mais ça n'intéresse pas du tout Colombe, qui ne s'achemine pourtant pas vers un CAP de zinguerie, mais prépare un master de philosophie. Elle est en revanche tout émoustillée par les sexualités des petites bêtes. Je vous résume l'affaire. La reine des abeilles, quand elle est prête, prend son envol nuptial, poursuivie par une nuée de faux-bourdons. Le premier à l'atteindre copule avec elle, puis meurt, parce que, après l'acte, son organe génital reste coincé dans l'abeille. Il en est donc amputé et ça le tue. Le second faux-bourdon à atteindre la reine doit, pour copuler avec elle, retirer avec ses pattes l'organe génital du précédent. Et bien sûr, il lui arrive ensuite la même chose. Et ainsi de suite, jusqu'à 10 ou 15 faux-bourdons qui remplissent la poche spermatique de la reine et vont lui permettre pendant 4 ou 5 ans de produire 200 000 œufs par an. Voilà ce que me raconte Colombe, en me regardant de son air fielleux et en émaillant le récit de grivoiseries du genre. Elle n'y a eu droit qu'une fois, hein, alors elle en use 15. Si j'étais Tibère, je n'aimerais pas trop que ma copine raconte cette histoire à tout le monde. Parce que bon, on ne peut pas s'empêcher de faire un peu de psychologie à 4 sous. Quand une fille excitée raconte qu'il faut 15 mâles à une femelle pour qu'elle soit contentée, et que, pour les remercier, elle les castre et les tue, forcément, ça pose des questions. Colombe est persuadée que ça la bombarde en fille libérée, pas coincée, qui aborde le sexe avec naturel. Colombe oublie juste qu'elle ne me raconte cette histoire à moi que dans le but de me choquer, et qu'en plus l'histoire a un contenu qui n'est pas anodin. Et d'une, pour quelqu'un comme moi, qui pense que l'homme est un animal, la sexualité n'est pas un sujet scabreux, mais une affaire scientifique. Je trouve ça passionnant. Et de deux, je rappelle à tout le monde que Colombe se lave les mains 3 fois par jour et hurle à la moindre suspicion de poils invisibles dans la douche, les poils visibles étant plus improbables. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça va très bien avec la sexualité des reines. Mais surtout, c'est fou comme les hommes interprètent la nature et croient pouvoir y échapper. Si Colombe raconte cette histoire-là de cette façon-là, c'est parce qu'elle pense que cela ne la concerne pas. Si elle se gausse des pathétiques ébats des faux-bourdons, c'est parce qu'elle est convaincue de ne pas partager son sort. Mais moi, je ne vois rien de choquant ou de grivois dans l'envol nuptial des reines et dans le sort des faux-bourdons, parce que je me sens profondément semblable à toutes ces bêtes, même si mes mœurs diffèrent. Vivre, se nourrir, se reproduire, accomplir la tâche pour laquelle on est né et mourir. Ça n'a aucun sens, c'est vrai, mais c'est comme ça que les choses sont. Cette arrogance des hommes à penser qu'ils peuvent forcer la nature, échapper à leur destin de petites choses biologiques, et cet aveuglement qu'ils ont à l'égard de la cruauté ou de la violence de leur propre manière de vivre, d'aimer, de se reproduire et de faire la guerre à leurs semblables. Moi, je crois qu'il y a une seule chose à faire. Trouver la tâche pour laquelle nous sommes nés et l'accomplir du mieux que nous pouvons, de toutes nos forces, sans chercher midi à 14h et sans croire qu'il y a du divin dans notre nature animale.
C'est comme ça seulement que nous aurons le sentiment d'être en train de faire quelque chose de constructif au moment où la mort nous prendra. La liberté, la décision, la volonté, tout ça, ce sont des chimères. Nous croyons que nous pouvons faire du miel sans partager le destin des abeilles. Mais nous aussi, nous ne sommes que de pauvres abeilles vouées à accomplir leur tâche, puis à mourir. Merci Dominique. Alors comme illustration musicale, vous avez choisi une musique de méditation tibétaine. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ qui est la radio des meilleurs jours, mais encore la radio des plus belles nuits. Nous poursuivons notre nuit de la lecture de la Saint-Jean avec Dominique Ray qui nous vient de Saint-Barban. Alors Dominique Ray, vous allez maintenant nous lire un extrait d'un conte philosophique d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, né en 1960, est philosophe, réalisateur de films, monteur de pièces de théâtre. Il est aussi l'auteur de nombreux romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'essais. Oscar et la Dame Rose, publié en 2002, est un conte philosophique qui appartient au cycle de l'invisible consacré aux différentes religions. Il a été adapté pour le cinéma en 2009. Vous nous situez d'abord l'extrait du roman que vous allez nous lire. Montaigne a écrit « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Ce conte philosophique est sur l'acceptation de la mort. Oscar, petit garçon de 10 ans, a une leucémie. Mamie Rose est une visiteuse en hôpital. Elle lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. « Cher Dieu, je m'appelle Oscar et j'ai 10 ans. On m'appelle crâne d'œuf et j'ai l'air d'avoir 7 ans. Je vis à l'hôpital à cause de mon cancer et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes. Seulement, si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants, avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied, si tu es un malade, qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle, je sens bien que je ne fais plus plaisir.
Quand le docteur Dusseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissé endormir, et j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Dusseldorf, avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Dusseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. Et j'ai compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tout l'étage, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. À mon avis, de toute façon, elle est trop vieille pour changer. Et puis, elle est trop Mamie Rose aussi. Mamie Rose, je te la présente pas, Dieu. C'est une bonne copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Donc, faut que tu fasses un effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en blouse rose, qui viennent de l'extérieur passer du temps avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. On se promenait dans le parc de l'hôpital et elle a marché sur une crotte. Merde! Mamie Rose, vous dites des vilains mots. Oh, toi, le môme, lâche-moi la grappe un instant. Je parle comme je veux. Oh, Mamie Rose! Eh, bouge-toi le cul. On se promène, là. On ne fait pas une course d'escargot. Quand on s'est assis pour sucer un bonbon sur un banc, je lui ai demandé « Comment se fait-il que vous parliez si mal ?» Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutu si j'avais le vocabulaire trop délicat. Et c'était quoi votre métier? Tu vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirai. Catcheuse. Je vous crois pas. Catcheuse. On m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un coup de morosité et qu'elle est certaine que personne ne peut nous entendre, Marie-Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Sa lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise qui avait des obus à la place des seins. Et surtout sa Coupe du Monde contre Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue, même par Cuisse d'Acier, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Moi, ça me fait rêver ces combats. Bon, si avec tous ces indices, Mamie Rose ou l'étrangleuse du Languedoc, tu ne repères pas qui c'est, Dieu, alors il faut arrêter d'être Dieu et prendre ta retraite. Je pense que j'ai été clair. Je reviens à mes affaires. Bref, ma greffe a beaucoup déçu. Ma chimio décevait aussi, mais c'était moins grave parce que on avait l'espoir que de la greffe. Maintenant, j'ai l'impression que les toubibs ne savent plus quoi proposer, même que ça fait pitié. Le docteur Dusseldorf, que maman trouve si beau, quoique moi, je le trouve un peu fort des sourcils, il a la mine désolée d'un Père Noël qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hotte. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Mais nous, on l'a appelé Bacon parce que ça lui va plutôt mieux, vu qu'il est un grand brûlé. Bacon, j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus, je les déprime. Tu parles, crâne d'œuf. Les médecins, c'est inusable. Ils ont toujours plein d'idées d'opérations à te faire. Moi, j'ai calculé. Ils m'en ont promis au moins 6. Peut-être que tu les inspires. Faut croire. Mais pourquoi ils ne me disent tout simplement pas que je vais mourir? Là, Bacon, il a fait comme tout le monde à l'hôpital. Il est devenu sourd. Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un trou d'air et que l'on va parler d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf avec Marie-Rose. Alors ce matin, j'ai voulu voir si elle aussi, elle devenait dure de la feuille à ce moment-là. Mamie Rose, j'ai l'impression que personne ne me dit que je vais mourir. Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres? S'il
te plaît, l'étrangleuse du Languedoc, résiste et conserve tes oreilles. Pourquoi veux-tu qu'on te dise si tu le sais, Oscar? Ah, ouf, elle a entendu. Merci Dominique. Alors comme musique pour accompagner cet extrait, vous avez choisi une musique qui nous parle de la mer, de l'océan et des galets. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ qui est la radio des meilleurs jours, mais aussi la radio des plus belles nuits. Nous poursuivons notre nuit de la lecture de la Saint-Jean avec Anne-Marie Dony, qui est une lectrice de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Alors Anne-Marie Dony, vous allez nous lire un extrait de l'ouvrage de Magid Cherfi, Ma part de Gaulois. Alors Anne-Marie, vous pouvez d'abord nous situer l'extrait puis nous le lire. Ma part de Gaulois. Donc le parolier et chanteur de Zebda s'idéalisait en poète de la cité, mais au printemps de 1981, il doit concilier ses origines maghrébines et son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat, avec l'incessante pression de sa toute-puissante mère qui déborde d'amour et a tout misé sur lui. Ce livre est plein de vie, d'énergie, d'humanité et dégage une authenticité que l'on trouve dans la vie des cités des années 80. Et le plaisir a été accentué par la façon si particulière qu'a Magid Cherfi de triturer les mots et les expressions. Bref, un bon moment de plaisir et bien un bon moment de lecture. Donc j'ai sélectionné quelques extraits qui parlent de sa mère pour vous donner envie. Je passe un bac, bordel, je marche pas sur la lune. L'impression d'une tribune pleine de spectateurs en train de m'applaudir finissait par me terroriser. On attendait de moi l'exploit. Pourquoi pas le ciseau retourné et la balle qui va se loger pleine lucarne. C'en était trop. Mais comment faire face à cette mère sans âge, sans sexe et sans mémoire qui voulait tout reconstruire à travers moi comme un premier jour du monde? Elle n'avait pas été, il lui fallait être, et c'est moi qui devais couper le cordon, lui donner vie, la faire renaître. Comment faire face à cette femme qui avait vendu le paradis pour un diplôme? Tout le monde ne le fait pas.
Tous ces bijoux fondus chez le bijoutier pour m'assurer des cours particuliers, de maths, des cours d'anglais, de français, sans compter le budget, cacahuètes et menthes, été pour accueillir le beau monde. Quoi? Des bijoux fondus pour l'école? Il lui manque une case. Dans ma cité, fallait le faire. Sacrifier l'allocation familiale et le reste de la fratrie en assumant l'inégal traitement. Fallait du courage pour annoncer. Je peux pas le faire pour tous, alors je mise sur un seul. Elle disait aussi, il suffit pas d'avoir une mère, il faut qu'elle soit mère. Ouf. L'ardoise montrait le bout de son nez. Je pensais, la lourde est sévère, le chiffre à plein de zéros. Elle me demande d'être au niveau et entre elle et moi, c'est le combat où chacun dit à l'autre, sois à la hauteur. Les notes au-dessus de 10 ne lui suffisaient plus. Elle disait 18, comme par mimétisme. 18 ou 20. Maudite barre au-dessus des nuages. Elle voulait que je sois l'érudit des villes et le paysan qui éclaircit les carottes. Elle exigeait que je comprenne l'origine des maladies, la qualité des sols. Elle voulait que je boxe et que je tende la joue gauche en même temps, que je sache rincer les assiettes, faire mon lit, cuire les pâtes et donner le biberon. Que je sois un homme, mais aussi une femme. Donc il passe son bac et il réussit son bac. Et là, je suis descendue du bus et je l'ai vue tout de suite au bout de la rue. Elle était à présent The Mother. Elle se tenait debout, immobile, et le regardait de haut. J'ai fait celui qui ne la distinguait pas tout à fait. 300 mètres nous séparaient, encore avant les effusions. Elle me fixait comme on suit l'étoile filante. J'avançais les jambes molles, l'estomac noué, les yeux chauds, à la fois fière et terrifiée d'escalader cette montagne d'émotions. Combien de fois avais-je entendu dans sa bouche ce mot composé de 3 lettres, B-A-C. Si tu as le bac, je serai ton esclave, tu pourras tout me demander. Un beefsteak, du poulet, de la viande tous les jours. Au dessert, tu auras des gâteaux, tous les jours aussi. Tiens, je t'achèterai des Adidas. Des Adidas? Oui, des Adidas. Tu parles bien des 3 bandes blanches? Oui. Et je pourrais sortir avec? Oui, tous les soirs. Et tu me demanderas pas où je vais? Je te demanderai pas. Et tu m'attendras pas au milieu de la nuit? Je t'attendrai pas. À chacun de mes pas, mes jambes devenaient plus lourdes. Elles semblaient ne plus pouvoir se soulever, et soudain plus légères, et à nouveau plus lourdes. On aurait dit qu'elles suivaient le mouvement de mes pensées. Au bout de la rue, ma mère impénétrable trépignait. Qu'elle était longue, la rue Raphaël, et en même temps si courte. Et chaque pas me voyait devenir quelqu'un d'autre, comme par une lente macération qui fait d'un vinaigre un millésime. J'achevais une mue, je naissais. Je crois m'être dit, je suis français, c'est sûr puisque j'ai un diplôme. Je mesurais le fossé d'avant et d'après le bac. Je laissais derrière moi une barrière qui se refermait après mon passage, et de l'autre côté laissait à l'agonie les coléreux, les battus, les fracas du cerveau, les haineux et les casse-dents. Français, la v'là la facture. J'allais être haï ou admiré et ne laisser rien de tiède. J'allais devenir dur, et cette phrase de maman occupant tout l'espace environnant, laisse brûler ce qui ne cuit pas pour toi. Sur mon passage, chacun semblait sonner. Un bac dans la cité dépassait l'imagination. C'était l'homme qui marchait sur la lune, l'inaccessible étoile, l'affaire des Blancs. Je transgressais le subconscient. Était-ce possible? Un bac à ce pouilleux qui porte des jeans rapiécés, et pourquoi pas le donner à un chien? Enfin, après ce marathon de sueur de quelques 250 mètres, je m'enfonçais sous les aisselles de l'amour.
C'est là, bien au chaud, que je l'ai entendu pour la première fois me dire en français « Mon chéri », avec son R roulé. Je n'ai pas le souvenir d'autre chose que de ces deux mots-là dits en français, comme un pas dans ma direction, contre 1000 des miens dans la sienne. Ces deux mots racontaient l'effort de ma mère de n'être pas qu'algérienne, ou que femme, ou que mère, mais d'être plus que ça, un mouvement. Elle déchirait une carapace qui, croyait-elle, la protégeait des autres, mais qui la protégeait d'elle. Elle se faisait peur et craignait les secousses qu'elle-même provoquait. Elle était terrorisée par ses envies d'être ce qu'elle n'était pas. Amoureuse, belle, instruite, célibataire peut-être, salariée, bavarde, que sais-je. Toutes ces envies réprimées au nom de Dieu ou de ce qu'en avaient fait les hommes. Sûr, quelque chose en elle s'était éveillé très tôt et aussitôt étouffé. Non contente d'avoir prononcé deux mots en français, elle s'affranchissait de deux mots qui parlaient d'amour, et pour moi c'était le jackpot. Après le baiser de Momo et Bija, le mon chéri de ma mère m'intronisait. Ça y est, on est civilisé. Point. Merci Anne-Marie. Alors qu'avez-vous choisi comme illustration musicale, une illustration qui s'impose? J'ai choisi le groupe Zebda, bien sûr, avec Motivé. Donc on écoute Motivé, Zebda et Toulousain. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut-Limousin en marche. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ.